Merci beaucoup. Alors, c'est toujours un peu difficile de passer juste après le professeur Gentilini et passer après Amortori également. Je vais parler d'IRACEM, c'est pas le but. Donc, juste commencer. Alors, le professeur en a déjà un petit peu parlé. Alors, on a beaucoup de déclarations politiques depuis des années. Alors, j'ai pris seulement à partir de 2009. J'ai oublié de manière assez concrète Impact. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Impact, ce beau projet. C'était un beau projet dans le cadre de l'OMS. Et je ne sais pas si vous avez lu entre les lignes, Impact prévoyait qu'en 2015, on aurait supprimé le faux médicament au moins des chaînes légales de distribution. On en est loin, puisqu'on trouve que de plus en plus de faux médicaments, que ce soit chez nous, en Europe, on l'a vu en Italie, notamment avec la Camorra, qui est avec de l'héparine. On l'a vu également dans d'autres contrées, en Amérique latine, par exemple, ou en Asie. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Alors, on ne va pas parler la langue de bois, mais on est filmé, donc il faut faire quand même relativement attention. Bon, il y a beaucoup de déclarations, en fait, il n'y a pas grand-chose qui se fait en Afrique, très sincèrement. Voilà, c'est bien beau de faire des appels. Nous, on a fait la même chose, on a fait la déclaration de Niamey, mais après, il y a quoi ? Voilà, il y a quoi ? Et tout est une question d'argent, ça manque de formation, ça manque de conférences, ça manque de beaucoup de choses, ça manque de moyens. D'autre part, les Africains sont très demandeurs également de formation, de conférences, d'interventions, de raids, d'argent. Et oui, mais c'est un puissant fond en fait. C'est un peu le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'on est en train en fait d'éponger avec une cuillère quasiment tout ce qui se passe en Afrique. Et l'Afrique, c'est vrai que c'est le premier continent pratiquement de consommation de faux médicaments. Alors faux médicaments, je dirais médicaments illicites également, parce que vous savez, même nous, je vous montrerai dans les rapports qu'on fait, on dit faux médicaments, mais souvent il n'y a pas d'analyse des produits. Alors je dirais plutôt illicite, ce sera plus simple, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau politique. Concrètement, sur le terrain, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de lois également. Il n'y a pas beaucoup d'actions. Il n'y a pas beaucoup de condamnations. Alors il y a beaucoup de raids, de saisies. Mais des condamnations, on en a quasiment très peu. Alors, on a eu une au Sénégal, je ne sais pas s'il y a des représentants du Sénégal, où on a eu des gens qui ont été condamnés à 15 jours d'emprisonnement. Bon, 15 jours, ça va, ils ne sont pas morts. Bon, les prisons sénégalaises, ce n'est pas non plus le Club Med. Mais 15 jours, c'est quand même pas beaucoup quand vous vendez du faux médicament. Alors, ça dépend à quel niveau vous êtes. Donc, il y a beaucoup d'initiatives répressives. Je parlais d'abord de celles qui sont faites avec l'Organisation mondiale des douanes. C'est une opération qu'on avait montée en 2012. Vous voyez, vous avez 16 ports africains. Et on a réussi à saisir en 5 jours, grosso modo, on dirait plutôt 3, mais on avait saisi à peu près 83 millions de faux médicaments. Alors à cette époque, on disait vraiment faux médicaments parce qu'on avait la capacité de déterminer sur les boîtes ou suite aux analyses que c'était vraiment du faux médicament. Donc soit au niveau chimique, soit au niveau de la boîte, c'était vraiment falsifié. On avait même trouvé en Angola un conteneur qui était que du faux médicament. C'est la première fois qu'on voyait un conteneur. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un conteneur, je le dis très souvent, je suis un ancien douanier, donc voilà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, désolé, personne n'est parfait, mais je peux vous dire un conteneur qu'avec du faux médicament, ça se trouve quasiment jamais. Imaginez qu'un médicament, un conteneur, c'est quasiment 33 mètres cubes. Alors ces faux médicaments étaient quand même cachés, ils étaient cachés dans des enceintes hi-fi, à l'intérieur, eux-mêmes recouverts, je ne sais pas pourquoi, de faux CD à caractère pornographique. Bon, on n'a pas compris. Et eux-mêmes étaient faux. Bon, tant qu'à faire. La seule chose dedans, ce n'était pas des produits érectiles qu'on a trouvés. On a trouvé des produits contre la stérilité, la pilule du lendemain, des produits anti-paludéens, et tous avaient la même caractéristique. Aucun principe actif à l'intérieur. Et tous ces produits, c'était des produits princeps, donc de grands labos. Maintenant, ce qu'on trouve de plus en plus, en revanche, ce sont des produits essentiellement génériques ou qui n'existent pas. Voilà, on a des médicaments qui sont vendus. Les usines n'existent pas. On a fait une enquête, notamment en Allemagne, une usine qui se présentait à Hambourg. Aucune existence officielle. Et cette société, ces médicaments, on les trouve partout en Afrique francophone. Partout. La même société. Alors, ils changent de nom. J'ai pas le droit de le dire, donc je ne vous le dirai pas. C'est ZMC. Mais moi, je trouve que ça vaudrait peut-être le coup un jour de regarder qu'est-ce qui se passe chez eux quand même. Autre opération, Biella. Alors là, je vais parler de produits plus illicites. Donc là, vous voyez, on a fait ça dans 23 ports africains. On arrive à un demi-million de produits pharmaceutiques interceptés. Essentiellement illicites, parce que si on veut faire une analyse des produits, ça nous coûte entre 300 et 600 euros.
moi j'appartiens à la fondation de l'IRACM, pas Rothschild, entre guillemets, ça va coûter un peu cher dans mon budget, donc on ne peut pas le faire. Donc on travaille sur l'illicite. Mais c'est quoi l'illicite? C'est tous les produits qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, ils n'ont donc rien à faire sur le marché d'arrivée, ils ne sont pas référencés. Alors ça peut être des fois des produits authentiques. Par exemple, on a eu des cas de produits qui arrivaient de France, mais qui n'avaient pas été autorisés dans le pays. On a aussi beaucoup de problèmes au niveau du transport. Alors ça, c'est catastrophique. 60 à 70 degrés dans les conteneurs. Alors que ce soit des vaccins, que ce soit des sirops. On a eu des sirops quand même qui ont explosé tellement il faisait chaud à l'intérieur. Donc voilà à quoi on est confronté. Beaucoup de faux produits également, mais on a eu beaucoup de produits génériques, comme je vous l'ai dit, avec des faux certificats d'autorisation ou des faux certificats d'analyse des produits. Donc ça, c'était relativement intéressant. On a essayé de faire un petit peu une plus-value. Alors c'est toujours, je vous ai mis en millions. Alors comment on fait pour calculer? Je vous le dis, hein. On parle de tonnes. Ça fait beaucoup quand même, 20 tonnes saisies. Moi, ça me fait toujours le vertige parce que ça représente quoi, 20 tonnes? Enfin, une tonne de médicaments, c'est quoi? Vous savez combien ça représente? Moi, je ne sais pas, hein. Là, je vous ai mis 550 millions, mais on parle de comprimés. Alors, ça fait beaucoup, mais rapporté, très souvent, c'est mis dans des boîtes, mais quelquefois, ils sont complètement à part. Donc, c'est toujours un peu délicat. Les chiffres, c'est toujours délicat, hein. 10% du commerce mondial. Maintenant, on parle de 10 milliards au niveau de l'Europe. Bon, vous savez, les chiffres, hein, c'est un peu difficile. L'avantage des saisies que nous faisons, c'est du concret. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a que de la contrefaçon. Et l'opération qu'on a fait après, en 2014, l'opération Bille à la 2, on trouve 113 millions. Et là, c'est intéressant parce que c'est la première fois, et là je rejoins complètement le professeur Gentilini, c'est la première fois qu'on trouve des produits vétérinaires. Alors on trouve 2 millions de produits vétérinaires, dont 1 million d'injectables, qui sont dans des conditions déplorables pour un pays, je n'ai pas le droit de citer, la capitale c'est Cotonou, et donc vous verrez que c'est relativement intéressant de voir des produits vétérinaires. Alors, les produits vétérinaires injectables dans un conteneur qui monte quasiment à 70 degrés. Donc, on veut dire que quand il y a des impuretés, n'importe quoi, l'avantage, c'est bon, on ne sait pas vraiment ce qu'il y avait dedans, parce qu'on n'a pas pu faire les analyses, mais ça pose des soucis. Et la dernière opération qu'on a faite, c'était justement cette année. On attend les derniers résultats. On a monté une opération là dans 16 pays africains pendant 10 jours. Et là, on est en train de compter les comprimés. On en est pour l'instant 92 millions. Donc ça continue encore et on essaie de voir. Alors l'acheminement des marchandises, ce n'est pas une nouvelle. L'essentiel, c'est Inde et Chine, comme toujours. Mais il y a quand même quelque chose à savoir. C'est qu'en Afrique, on a évolué quand même. Beaucoup. Il y a deux problèmes en Afrique. C'est au niveau de la vente. La vente se fait essentiellement dans les marchés de rue. Hein, si vous allez au Bénin, vous allez le marché d'Antoupa. Si vous allez au Cameroun, à Yaoundé, vous allez le marché d'Acacia. Vous allez à Abidjan, vous allez le marché Roxy. Voilà. Il y a plein de marchés. Mais ce qu'on trouve de plus en plus, c'est de la vente dans les officines. Alors, notamment Nigeria, Kenya, Tanzanie, on trouve du faux dans les officines, des antipaludéens. On trouve également maintenant de la fabrication en Afrique. C'est-à-dire qu'on avait ça en 2012, on avait une première usine qui avait été démantelée, mais dernièrement, on a trouvé en Tanzanie une fausse usine qui faisait des produits, des antirétroviraux, qui a été fermée. Et la dernière, en juillet 2015, 3 usines en Afrique australe lors d'une opération avec Interpol. Donc on a une évolution. Alors l'évolution, tout simplement, ça rapporte beaucoup. On a beaucoup de corruption en Afrique. Je suis désolé, vous passez par là où on est passé, mais bon, c'est pas nouveau, hein. Donc tout ça, ça pose des problèmes et beaucoup de difficultés dans ces opérations. Imaginez qu'on trouve un conteneur avec du faux médicament à l'intérieur. On sait qu'il y a du faux. Mais si le déclarant en douane ne vient pas, ne se présente pas, la douane a l'interdiction d'ouvrir le conteneur. Donc on a un certain nombre d'obstacles juridiques qui nous posent également des difficultés. Pareil pour le transit. On a les grands ports, notamment les grands ports par exemple au Togo, tout simplement, hein, à Lomé, où on a un grand port en eau profonde, donc ces gros bateaux peuvent venir. Les bateaux font à peu près 110 000 conteneurs. Imaginez à contrôler, c'est pas évident, faire du ciblage, il faut former ces douaniers justement. On va arriver, mais le Togo, les produits vont aller dans les pays de l'Interland, donc à l'intérieur. En cas de transit, on n'a pas le droit d'ouvrir non plus les produits. Alors, je ne vous parle pas de propriété intellectuelle comme en Europe, où là, il y a des problèmes avec le transit. Je vous parle vraiment de sécurité des patients, où on sait que les produits sont déjà mal conservés, sont mal transportés. On ne peut pas ouvrir. On doit laisser la marchandise partir, sans savoir si vraiment elle va à destination. Parce que souvent, elle part, mais après, elle revient. Donc, bon, c'est un petit aller-retour. Ils sont partis, ils ont fait 100 km, ils sont revenus dans le marché.
Au niveau des opérations d'Interpol, alors comme vous savez, Interpol a fait beaucoup d'opérations, assez nombreuses. Je vais vous montrer les résultats. Alors souvent, ça se cumule en tonnes aussi, c'est assez impressionnant. Ce qu'il faut savoir maintenant, vous savez qu'Interpol avait un financement particulier qui leur permettait d'agir. Ce financement maintenant est terminé. Donc il y aura moins en moins d'opérations d'Interpol sur le terrain avec les polices locales pour intercepter les médicaments dans les marchés ou dans les zones de fabrication. Alors je vous ai mis toutes les opérations d'Interpol en Afrique. Hein. C'est pour que vous regardiez. Alors, on a commencé petit en 2010. Regardez, 200 000 médicaments. Cobra, 170 tonnes. Alors, 70 tonnes, pour moi, ça ne veut rien dire, mais je ne sais même pas comment on compte 170 tonnes. Hein, comment on les pèse même. Hein. Surtout en Afrique. Hein. Je n'ai jamais vu des endroits où on arrivait à les peser. Mais enfin, bon, ce n'est pas grave. On a tous les pays qui s'y mettent. Et de plus en plus, on saisit. On saisit de plus en plus. Porc-épic, pareil. Jiboya. MPD au Cameroun, le CRIFAC, c'est la dernière qui a eu lieu. Et les saisies sont énormes. Très souvent, il y a très peu de condamnations. Il y a beaucoup d'arrestations, mais très peu de condamnations. Quand il y a des condamnations, elles sont quand même relativement légères, parce que ceux qu'on arrête très souvent, ce sont les revendeurs de rue. Alors, ce qu'il faut savoir aussi en Afrique, c'est que les revendeurs de rue, très souvent, ils ne savent pas s'ils vendent de la contrefaçon ou pas. Si vous allez dans un marché africain, vous trouvez aussi du bon médicament, qui est peut-être mal conservé, qui est pas du tout, ils ne sont pas du tout pharmaciens, mais vous trouvez quand même du bon médicament. Et d'ailleurs, vous avez également des hôpitaux, des cliniques ou même des pharmaciens qui vont s'approvisionner dans les marchés. Hein. Ou le contraire, hein, c'est vice-versa, hein, c'est comme ça que ça marche. Par exemple, on a vu, il ne faut pas donner de nom de pays, donc ça sera Abidjan. On a vu à Abidjan une clinique privée où des infirmières allaient vendre les produits dans le marché authentique pour en racheter des faux, pour les ramener à l'intérieur. Alors, elles ne savaient pas que c'était des faux, hein, mais elles achetaient les moins chers. Oui, forcément, c'est beaucoup moins cher. Et ça retournait à l'intérieur. Parce que c'était les gens qui étaient dans les usines, enfin dans les cliniques privées, qui avaient ce type de produits. Alors, comment réagir? Très souvent, on dit c'est le prix. Alors, est-ce qu'il faut vendre à l'unité? Ça ne va pas faire plaisir peut-être aux sociétés pharmaceutiques. Vendre à l'unité, la même chose que fait un marché. Parce que l'avantage du marché, c'est ça. L'Africain peut vivre le jour. Donc, on achète des fois un comprimé par jour. Bah, peut-être vendre un comprimé par jour. Je ne sais pas si c'est faisable. Ça peut être une des propositions. Très difficile. Il faut des piluliers. Il faut qu'il y ait une bonne conservation. Pourquoi pas? Il y a eu des programmes qui ont dit est-ce qu'on ne doit pas former ces femmes qui vendent voilà, hein, après, elles vont stocker où? C'est un peu compliqué. Donc, il y a pas mal de choses à faire, mais ce n'est pas toujours évident. Il faut être assez lucide. Genre, les réponses doivent être adaptées. On ne peut pas prendre nos systèmes à nous, les importer directement en Afrique. Ce n'est pas faisable. Je ne sais pas, certains ont vécu en Afrique. Moi, j'ai vécu au Sénégal. Bon, j'avais beau dire 40 fois, les gens avec qui je travaillais n'allaient pas acheter dans les marchés. Et à l'époque, je travaillais dans une société pharmaceutique, ils y allaient aussi. Donc, comme quoi, ce n'est pas si évident que ça. C'est bien ancré, le marché, et ça prend du temps. L'opération Porc-Épic était assez intéressant parce que très souvent, voilà, on avait, il y a des contraintes, hein, vous le voyez, par exemple, il y avait Ebola, il y avait des problèmes au Mali et au Niger. Et très souvent, on a des difficultés de réaliser ces opérations. Il faut vraiment l'appui des autorités locales. C'est-à-dire quand Interpol fait ce genre d'opération, il faut être sûr que derrière, ça suit. Bon, malheureusement, ça ne suit pas toujours. Alors pourquoi ça ne suit pas? Parce que vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez aussi les douanes, et vous avez l'autorité de santé. Ces personnes ou ces autorités ne communiquent jamais. C'est-à-dire que quand les douaniers doivent faire des contrôles, notamment dans les ports, eh bien, ils ne connaissent pas les médicaments qui sont autorisés dans leur pays. Et ils ne savent même pas à qui demander. Ils ne savent pas comment reconnaître une autorisation d'importation par rapport à une photocopie. Ils vont ouvrir ces marchés. Et puis très souvent, eh bien, écoutez, suivant les contrées dans lesquelles vous êtes, vous donnez, allez, 15 000, 20 000, un peu plus des fois, 200 000 francs CFA, et le conteneur passe relativement facilement. Donc il y a un certain nombre de difficultés également, et surtout la reconnaissance des produits. Ça, c'est quelque chose que veulent vraiment les autorités. Comment je reconnais un vrai d'un faux? J'ai travaillé pour une société pharmaceutique, je n'étais pas capable de reconnaître, même quand j'étais en opération en Afrique, les vrais des faux. De plus en plus, on a une bonne qualité. Alors, plus on va dans les pharmacies, plus la qualité, la ressemblance, hein, c'est du bon Canada Dry, c'est bon. Plus on va dans les marchés, là, plus on voit des erreurs orthographiques. Là, on le voit vraiment. Mais c'est extrêmement compliqué. Alors, on a essayé de leur montrer le circuit de distribution. La formation, pour nous, est vraiment une pierre angulaire très importante. Sans formation, ils ne feront rien. Mais il faut aussi du soutien derrière. C'est-à-dire qu'il faut organiser les opérations. Quand vous pensez que quelquefois, quand on fait une opération sur un marché, on est obligé de payer l'essence, voilà, on en est quelquefois dans certains pays africains.
Au niveau des initiatives juridiques, je n'ai pas tout mis, mais j'en ai mis quelques-unes. Voilà, il y a beaucoup. J'ai exclu tout ce qui était réglementation pharmaceutique. Tout ce qui est homologation, ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. J'essaie plus de voir ce qui se passe. Ce qui est très bien de plus en plus, maintenant, dans la plupart des pays africains, on a des commissions interministérielles. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les forces répressives et l'autorité de santé. Alors, ça paraît logique, mais ça a pris des années à aller dans ce sens. Actuellement, par exemple, à Abidjan, on a un comité national anti-contrefaçon qui vient de se créer. Alors, c'est plus sur la propriété intellectuelle, mais ils se sont saisis quand même de la question du faux médicament. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment un mandat particulier et ils pourraient notamment proposer une signature, un médicrime ou une loi nationale pour lutter contre faux médicaments. On a, alors je vous le fais, notamment des renforcements de sanctions, comme le Nigeria, notamment des circonstances aggravantes en cas d'atteinte à la santé humaine, comme ça existe par exemple en France. Ça, c'est un très bon point. Bon, le Nigeria, il va fort, lui. Hein. Ils veulent aller, enfin, la NAFDAC propose jusqu'à la peine de mort. Tant qu'à faire, on peut y aller. Hein. Il y a un pays qui le fait au monde pour l'instant, vraiment. Vous savez qui c'est, hein? Oui, et la Chine. Pourtant, c'est en Chine qu'on fait le plus de faux médicaments. Et pourtant, les Chinois réagissent beaucoup contre le faux médicament. Mais c'est pas toujours. Donc, c'est pas forcément parce que la sanction est forte que, je dirais, les réactions seront bonnes et les réponses seront appropriées. Donc, on a un certain nombre de choses qui se passent. Mais ce qui ce qu'on soutient énormément, il y a un projet, c'est tous les projets qui ont lieu en Afrique pour former les gens, pour soutenir les autorités, contribuer également au développement de lois spécifiques et des cadres appropriés. C'est-à-dire que, comme le disait tout à l'heure à Mortori, je veux dire, il faut commencer par la base. Il faut bétonner un maximum le secteur pharmaceutique traditionnel, notamment au niveau de l'approvisionnement. C'est essentiel. Et ce n'est pas le cas actuellement en Afrique. Donc, et ça serait compliqué, hein, je veux dire, c'est très compliqué. Mais il faut déjà, avant de s'attaquer au marché illicite, il va falloir vraiment qu'on cloisonne au maximum ce marché légal qui eux-mêmes et n'est pas justement imperméable et complètement perméable à tout ce type de contrefaçon. Donc, ils font un certain nombre de choses. Projet REP, c'est un projet, je vous l'ai mis parce que c'est un projet européen, mais qui est qui est sous en fait tutelle française. C'est pour ça que je l'ai mis. Et ils font un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes. Ils n'ont pas d'action répressive pure comme des raids, ce genre d'opérations pour l'instant. Mais l'avantage, c'est qu'ils ils répondent un petit peu à tout. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent le sujet, ils apportent une réponse et ils essaient de proposer des solutions juridiques. Et également, ils ont un volet, alors je ne sais pas comment ils vont faire, de campagne de sensibilisation des populations. Nous, on y croit beaucoup au niveau de l'IRACM. On travaille beaucoup avec la Fondation Chirac, on travaille avec beaucoup d'autres associations. On est obligé de se grouper. Hein. De nos jours, si on travaille chacun de notre côté, c'est foutu. Hein. Je veux dire, ça coûte trop cher. On va perdre notre temps. Quand je vois, par exemple, on va dans certains pays, alors je ne donnerai pas, nous, on fait une formation et on voit 2 mois après les mêmes personnes qui sont formées par le Conseil de l'Europe. 4 mois plus tard, ils sont formés par l'OCEAC. 1 an plus tard, ils sont formés par les Américains. Quelle perte de temps! Et ces gens-là ne font pas eux-mêmes la formation des gens qui sont sous leur... Ils gardent toute l'information pour eux. Alors, c'est dans un beau placard. Alors, en revanche, ils ont sur leur tableau à participer. Voilà. Bon, on n'avancera pas comme ça. Donc, il faut vraiment qu'on s'unisse ensemble. Alors, c'est pas perdu d'avance. Hein. On part de petits. Mais si on arrive déjà à avoir des actions concrètes dans quelques pays, à retirer un maximum de produits illicites ou contrefaits, c'est déjà beaucoup. Par exemple, pour nous, les opérations que nous avons faites avec l'Organisation mondiale des douanes, qu'on en tire 83 millions, on sait qu'il n'y aura rien derrière au niveau juridique. On sait qu'il n'y aura pas de remontée des filières, parce que tout simplement, les juges, ça ne les intéresse pas, et puis ils ne savent même pas ce que c'est. Donc on essaie de voir comment former les juges. Mais le fait d'avoir déjà retiré cette quantité de faux médicaments, c'est déjà un pas très important. C'est au moins protéger les populations locales. Médicrime. Alors on a parlé de Médicrime. Bon, la France, oui, le dernier pays à l'avoir ratifié, on a mis du temps quand même, hein, parce qu'on l'a signé maintenant. Si vous regardez quand on l'avait signé, on l'a signé dès le début, donc en 2011. Il nous a fallu 5 ans pour signer. C'était pas compliqué quand même. On avait quasiment tout dans notre réglementation. Donc imaginez des pays en Afrique signer Médicrime. Alors on a eu quand même la Guinée. C'est bien la Guinée, c'est top. Hein. Ouais, sauf que la Guinée-Conakry, sauf erreur de ma part, c'est peut-être un des ports où il y a le plus d'importation de faux médicaments pour tous les pays de l'Hinterland dans toute l'Afrique subsaharienne francophone. Et essentiellement des individuels. C'est-à-dire des individuels peuvent importer en Guinée, en leur nom propre, un conteneur de 40 pieds, donc 66 mètres cubes de médicaments.
Bon, il faut dire qu'ils sont très malades, hein, donc peut-être qu'il a besoin beaucoup de traitements, mais enfin 66 mètres cubes, c'est quand même relativement impressionnant. Donc nous soutenons Médicrime. Que Médicrime, c'est des avancées énormes. Ça permet déjà de traiter le faux médicament de la même manière. Ça concerne également les médicaments à usage vétérinaire, les dispositifs médicaux, également les substances actives. Alors peut-être que ce n'est pas applicable tout de suite en entier, je dirais, en Afrique. L'avantage, c'est qu'on va criminaliser un certain nombre d'actes, comme la fabrication, la distribution, la vente de faux médicaments, mais surtout, on peut faire de la coopération nationale et internationale. C'est-à-dire essayer de remonter les filières. Actuellement, ces pays-là, la plupart n'ont pas de sanctions pénales qui soient au moins de 4 ans d'emprisonnement. Pour coopérer au niveau international, il y a ce qu'on appelle la Convention de Palerme, hein, sur la criminalité organisée. Et il faut au minimum 4 ans d'emprisonnement normalement pour pouvoir faire de la coopération internationale. Vous imaginez bien, quand vous avez 6 mois, vous n'allez pas faire ce genre de choses. Autre chose, les juges locaux ne savent pas comment mettre en œuvre tout ce processus. Donc en gros, on a des saisies de quantité de millions de faux médicaments dans des ports. Il n'y a pas d'action judiciaire. Et donc on ne va jamais essayer de remonter la frontière pour remonter éventuellement en Chine ou même en Inde. Et donc, 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, on fait des opérations, on dit « Ah, tiens, c'est les mêmes expéditeurs encore ». Donc peut-être qu'à un moment, il va falloir qu'on mette les choses sur la table et qu'on aille voir les Indiens, voir les Chinois, leur disant « Voilà, nous, on a trouvé ce genre de choses, on vous donne les documents de transport. Est-ce que pouvez-vous, de votre côté, faire une recherche dessus ?» Mais il faut au moins leur transmettre. On ne peut pas accuser les Indiens et les Chinois de rien faire. En l'occurrence, c'est l'Afrique qui ne fait pas son travail. Donner l'information aux gens, aux États, pour qu'on puisse réagir. Ce qui est intéressant également dans Médicrime, c'est qu'il y a la complicité, la tentative également, ça c'est très important, et on voit un certain nombre d'infractions similaires, ce qui permet de voir toutes les autorisations de mise sur le marché, il n'y en a pas, les conditions, les bonnes ou les mauvaises conditions de transport, c'est très important. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on voit en Afrique, c'est dès lors qu'un conteneur arrive avec une certaine température, il faudrait pouvoir le retirer. Alors je sais que quelquefois c'est compliqué, des fois ça reste sur le tarmac pendant 10 jours, 15 jours, 20 jours. On a vu 60 jours aussi pour des médicaments. Vous savez, quand vous allez dans un conteneur, c'est une horreur, quoi. Après, ils sont déchargés que les cartons. Enfin bon, je ne voudrais pas les avaler, hein, très sincèrement. Donc tout ça, ça pose un certain nombre de problèmes qu'il faut régler. Alors quand on met la somme, on se dit, mais on va commencer par où ? C'est une strate qui est relativement impressionnante. Ben, il faut commencer tout simplement, nous on a fait des règles, mais s'unir. Je crois que moi, je suis très content parce que quand je vois la Fondation Pierre Fabre, je vois former, prévenir, soigner, accompagner. Si ce n'est pas la lutte contre la contrefaçon en partie, ça s'applique à plein de choses, mais notamment la lutte contre le faux médicament. Et ça, c'est important, parce qu'on est dedans. Il faut qu'on forme les gens, il faut qu'on prévienne les populations d'avoir les bons repères. Dire aux Africains que quand on va acheter un médicament dans le marché, c'est pas parce qu'il est à 50% de dose qu'il va vous soigner. L'Africain, il est pragmatique. Oh, même s'il y a 10%, je serai soigné au moins 10%. Bah non, vous ne serez pas soigné 10%. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut avoir un langage qui est vrai, un langage qui soit approprié au milieu et montrer en sorte qu'on peut également les appuyer et ne pas monter d'usine à gaz. L'argent est précieux. Si on va dans des opérations, il faut qu'on le fasse de manière concrète et sereine, mais surtout en sachant exactement où on veut aller avec des objectifs et des priorités bien précises. Je voulais vous montrer les dispositifs d'authentification. Vous avez tous connu ça, je pense que vous connaissez. Alors, c'est une société qui fait ça, c'est Sproxil. On va y arriver. Vous savez qu'en Europe, 2019-2023, on aura sur toutes nos boîtes un dispositif d'identification, d'authentification et d'inviolabilité des boîtes. Ça, c'est très bien. Donc ça, c'est un système qui existe au Nigeria. On va le mettre sur les boîtes. Alors, vous les scratchez, vous avez un numéro, vous le mettez sur un SMS. Le SMS vous renvoie en disant « c'est bon, c'est pas bon ». Alors, ça se présente comme un système d'authentification. En réalité, c'est un système d'identification. C'est un numéro, mais comme il y a un grattage, c'est plus compliqué. C'est très bien. Mais c'est encore les industriels qui doivent le payer. Alors, ils n'ont pas de chance, là, les industriels. Hein. Déjà, le médicament n'a pas bonne presse en ce moment, donc c'est pas bon pour eux. Mais en plus, il faut qu'ils paient la lutte contre la contrefaçon. On ne demande pas aux t-shirts, aux sacs Vuitton et compagnie de payer la lutte contre la contrefaçon sur leurs produits. Hein. Eux, comme le médicament n'est pas un produit comme un autre, ils le font. Et c'est normal. Et je pense que c'est de leur intérêt. Et d'ailleurs, ça va dans le cadre, pour moi, de la pharmacovigilance. Donc, comment ça se passe ? Eh bien, peut-être qu'à terme, alors peut-être pas le système qu'on aura en Europe, peut-être qu'il faut qu'on développe aussi ces principes d'identification. Alors, identification, ça veut dire quoi ? Identification à la boîte, un numéro par boîte. Alors, c'est compliqué parce que sur les chaînes, il faut tout changer.
Si on le fait pour l'Europe, pourquoi pas le faire pour l'Afrique? C'est-à-dire que quand il y aura ces arrivées de conteneurs qui vont arriver d'Afrique, eux, ils mettent le même numéro de lot. Ils mettent souvent le même numéro, également les dates de péremption. Là, évidemment, les dates de péremption ne seront pas changées, mais on aura un numéro de lot chaque fois différent. Donc le douanier n'aura qu'à ouvrir une caisse, et à chaque fois que le numéro n'est pas, on verra le même numéro, on sait qu'on devra le retirer. C'est déjà un aspect. Bon, alors, je ne dis pas qu'il faut arriver à la douchette par le pharmacien en vente, ça va être compliqué à mettre en œuvre, mais déjà, ça serait pas mal de le refaire. Alors les systèmes d'authentification réels, vous savez, avec les hologrammes, enfin, je sais pas, vous avez tous acheté des produits Nokia ou Microsoft, c'est bourré d'hologrammes. Hein. Vous n'avez pas vu? Vous êtes capable de les reconnaître? Moi non, hein. Moi je lis tout de suite, mais c'est fait beau, c'est sympathique, ça bouge, ça fait effet rainbow. Cela dit, si vous regardez sur Internet, vous faites étiquette hologramme 3D sécurité, vous avez quasiment 11 000 réponses, dont la majorité vient de Chine. Donc voilà, ça ne sera pas compliqué à faire, mais c'est intéressant et ça permet d'avoir une solution technique. Toujours pareil, combien ça va coûter? Qui va le faire? Si on ne peut pas, on ne le fait pas. Il faut être assez réaliste. Donc je voulais vous montrer ça parce que ça me paraît important d'avoir des dispositifs d'authentification ou d'identification, je pense que, ou d'inviolabilité de la boîte également. On sait qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont ouvertes et on remet à l'intérieur des produits. Il faudrait que ce qu'on préconise pour chez nous, ça soit le minimum qu'on puisse préconiser également pour l'Afrique pour pouvoir également les protéger. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Wilfried. Restez avec nous encore juste quelques minutes. Moi, je suis très impressionné de tous les chiffres que vous nous donnez lors des opérations d'Interpol ou autres et de capture en tonnes donc de médicaments. Lorsqu'on voit les quelques grammes d'une gélule, on imagine ce que peuvent faire des tonnes de médicaments derrière. Ces chiffres ont l'air en augmentation, donc on peut se réjouir que les douanes ou les polices du monde prennent de plus en plus de faux médicaments, mais est-ce que cela veut dire aussi en corollaire qu'il n'y a pas une augmentation faramineuse de la production de faux médicaments derrière? Est-ce que vous avez réussi à mesurer les deux? Très clair avec vous, non, on n'a jamais réussi. Vous savez, trouver des faux médicaments dans des conteneurs, c'est ce qu'on appelle le ciblage. Donc on va analyser les documents de transport, on va regarder également les conteneurs, on regarde également les cartons. Les cartons donnent un certain nombre d'indices, qu'on sait les reconnaître suivant la provenance ou l'origine des produits. C'est extrêmement compliqué. Alors on trouve de plus en plus, mais des fois, vous avez vu, on a commencé, mais on a des retours. Par exemple, regardez au niveau européen. On était en 2011, 27 millions de médicaments de faux ont été interceptés par les douanes européennes. Là, le nouveau rapport de 2015, on est simplement à 800 000. Est-ce que ça veut dire que les douaniers travaillent moins bien, ou alors tout simplement il y a moins de médicaments, ou ils cachent mieux? Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus de moyens de cache pour trouver ou pour mettre les médicaments. On a eu des médicaments qui ont été cachés dans de l'ami de pain, dans des briques. Comme ça passe les contrôles, les rayons X, comme ça on ne peut pas le déterminer par rapport à la densité. On les a eu dans du bois, on a eu également, classique, on avait beaucoup de voyageurs dans des valises, alors suivant les pays c'est pas contrôlé. On a eu également des gens qui, ça s'invente pas, c'est comme pour la drogue, ils absorbent ou ils le mettent ailleurs pour faire passer justement des traitements. Quand vous avez des traitements qui coûtent 800 ou 4000 ou 5000 $, si vous avez même à ingérer, imaginez qu'une trentaine ou une quarantaine de pilules, eh bien vous faites un bénéfice relativement important. Donc c'est extrêmement compliqué, mais c'est vrai qu'on trouve de plus en plus. Alors on est plus sur les médicaments illicites, et je pense que c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'actuellement, nous, on commence à dire en Afrique, on va travailler sur le médicament illicite. Tout ce qui doit rentrer ou pas rentrer, ce qui est légal ou pas légal. Parce que aller sur la contrefaçon de médicaments, entre guillemets, soit on est sur la marque, on n'aime pas trop ça, soit on est plus sur la santé, on est plus sur la falsification, mais au moins le médicament illicite, on sait exactement, il n'a rien à faire sur le territoire. Et on le dit très souvent aux autorités, quand on fait des saisies, ils disent oui, mais bon, ce produit, il est illicite, était mis à 60 degrés dans un conteneur, eh bien, on évite qu'ils le revendent par la suite, parce que ça peut arriver. Ils vont dire, écoutez, ok, on va le saisir, et vous en faites quoi après la saisie? Eh bien, on va le revendre. Vous allez le revendre où? Dans les marchés. Ah non, on ne vend pas dans un marché, il faut vraiment détruire. Donc c'est un peu compliqué pour être sûr qu'ils vont bien le détruire. Et après, toute la procédure de destruction au niveau écotoxicité, c'est extrêmement compliqué. Ils n'ont rien. Alors on va faire comme au Nigeria, on creuse un trou, on met le feu dedans, on met 10 tonnes, voilà, et on met le feu. Ouais. Alors tout ça, ça pose problème. Donc les industriels doivent aider, c'est sûr. Les autorités gouvernementales, comme le disait tout à l'heure le professeur Gentilini, il y a une part de responsabilité, parce que tout ça, ça va nous revenir un jour ou l'autre, de toute façon.
Donc, si j'ai bien compris à la question un peu de la poule et de l'œuf, hein, parce que là, vous en capturez plus des faux médicaments, vous en saisissez plus. Est-ce que c'est parce qu'on en produit plus ou est-ce que parce que vous êtes plus efficace? La réponse, elle n'est pas évidente à trouver. On entend en revanche dans votre réponse que peut-être il vaut mieux cibler également les types de faux médicaments, entre guillemets, que vous aviez envie de prendre entre le licite et l'illicite. Autre précision que je souhaitais, en écoutant votre exposé avec beaucoup d'attention, d'où proviennent finalement majoritairement ces faux médicaments? Vous avez beaucoup cité l'Inde, la Chine. Est-ce que c'est la totalité ou quasi-totalité de la fausse production? Est-ce qu'on n'a pas aussi de la fausse production locale en Afrique? Quel est un peu votre regard là-dessus? Alors, d'après ce que nous, on a vu au niveau de l'IRACM, donc c'est que l'IRACM, hein, l'essentiel vient de Chine et de l'Inde. Alors, deux choses, faire très attention. En Inde, on a beaucoup de produits substandards, notamment des sociétés qui vont très bien faire du produit au début, et puis au bout de la 5e, 6e expédition, le produit commence à être moins bon que celui pour lequel il est enregistré. Au niveau de la Chine, on a beaucoup aussi là, pour le coup, de faux médicaments, mais d'Inde également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très simple de faire du faux médicament en Chine, hein. Vous allez voir vraiment un façonnier, vous allez voir même quelqu'un qui fait du médicament, vous lui dites je veux telle boîte, ils ne vont pas se poser de questions sur la propriété intellectuelle, ils vont vous le faire. Donc eux-mêmes sans vraiment savoir, et d'ailleurs on a eu des cas où des gens se font passer pour des grandes sociétés pour faire fabriquer du faux médicament. Ce qui est plus délicat, par exemple pour l'Inde, c'est que vous allez choisir ce que vous voulez faire. Je veux un comprimé orange, et ils vont vous dire vous voulez quoi à l'intérieur? On va dire je veux par exemple du sildenafil, je veux de la morora, je veux de l'acide borique. Ils vont vous le faire. Ils ne sont pas responsables. À partir du moment que le principe de responsabilité est dilu, personne ne se sent vraiment responsable. Qui fabrique, qui donne, qui envoie, ce genre de choses. Voilà. Mais de plus en plus, on a de la fabrication locale. On en a eu au Nigeria, on en a eu en Tanzanie, on en a en Afrique australe. On a de plus en plus des gens, des petits malins, qui vont faire du faux médicament. Tout à l'heure, le professeur Gentilini vous a parlé d'une histoire qui était en Algérie, qui vient de se passer, parce que ça date de 2 semaines. C'est 3 personnes, pas plus que ça. Hein. Alors donc c'est la criminalité organisée. Hein. Vous savez que 3 personnes, c'est au moins 3 personnes qui agissent de commun, de concert pour en tirer un avantage financier ou matériel, c'est le cas. Donc c'est de la criminalité organisée, ils sont 3. Bah, c'est comme ça, Convention de Palerme. Il y en a un qui a l'idée parce qu'il a regardé un reportage à la télé et en fait, il y a un médecin algérois qui a trouvé un remède éventuellement contre le diabète. Donc, il en parle, ils sont en phase. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire venir des substances actives qui n'ont rien à voir. Hein. Ils ont simplement une licence pour faire des huiles essentielles. C'est quand même pas terrible. Ils vont faire du médicament et ils vont le vendre qu'à des gens qui ont le diabète. Ils vont leur demander des tests sanguins pour être sûr de bien être en corrélation avec leur maladie. Ils me font croire. Ils attendent plus que 15 jours avant de délivrer le produit pour leur montrer vraiment quelque chose qui est fait. Et après, ils leur fournissent. Ça, c'était plus de l'escroquerie, mais en l'occurrence, ça se faisait passer pour du médicament par présentation. Donc, tout simplement, c'était de la contrefaçon de médicaments. En tout cas, je retiens ce que vous dites. Vous avez dit, de plus en plus de production locale également en Afrique sur du faux médicament, alors, d'escroquerie. Ce n'est pas des grandes quantités comme on peut trouver dans d'autres pays, mais on a de petits charlatans. Vous savez, on a fait un rapport sur la criminalité organisée il y a maintenant 4 ans, 3 ans. La première chose qu'on avait tirée, c'était le profil du contrefacteur. C'était col blanc, souvent lié au secteur pharmaceutique, avec des grandes capacités intellectuelles. Et c'est ce qu'on voyait notamment au niveau européen. Maintenant, on parle on a eu des chiffres, $1000 investis. On a pas mal contribué à faire diffuser ce chiffre. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ça rapporte autant, pourquoi on n'a pas plus les mafias? Les seules choses qu'on a vraiment pour l'instant, c'est la Camorra. On a les terroristes aussi qui se mettent un petit peu. Par exemple, la production du Captagon, on sait que dedans, il y a eu le Hezbollah, mais est-ce que c'est utilisé en tant que médicament ou plus comme drogue? Il y a beaucoup de choses qui avancent, mais ça nous prend du temps pour collecter un maximum de preuves. Mais si ça rapporte autant, s'il y a si peu de sanctions, on devrait avoir de plus en plus la vraie criminalité organisée, celle qui est la pure, la dure, pour récolter beaucoup d'argent. Mais on n'a pas. On a le cas en Italie, Par exemple, le cas en Italie, ils avaient volé des médicaments dans des hôpitaux. Hein, voilà, c'était la Camorra qui le faisait. Et on a retrouvé ces mêmes produits dans d'autres pays européens, notamment en Finlande. On a trouvé les produits sans principe actif, mais les bonnes boîtes, ou des principes dilués. C'est quand même des produits pour le cancer, ce genre de choses. Et avec des faux certificats de vente de produits qui venaient de pays, notamment des pays de l'Est. Donc le schéma était très intelligent. Et là, derrière, on sait que c'était la Camorra. Et c'est Europol qui avait travaillé là-dessus. Mais sur d'autres cas, par exemple, si vous voulez demander sur les triades chinoises, si vous demandez sur les cartels mexicains de drogue, on a des pistes, mais on n'a pas encore des preuves concrètes. Et sur un tel phénomène, on devrait se dire on devrait en trouver beaucoup plus.
Toute dernière question avant de laisser la parole à notre dernier intervenant de cette matinée. On voit bien que la lutte contre le faux médicament ou la contrefaçon de médicaments, c'est une chaîne entière. On est ici dans une maison fondée par un pharmacien. Donc on a beaucoup parlé de pharmaciens, de médecins également depuis ce matin. On a parlé de sensibilisation des populations. On a parlé de sensibilisation du personnel médical également. Le professeur Tounimi nous rappelait l'importance des États, l'importance des élus, des institutions, je veux dire, classiques, étatique de lutte contre les faux médicaments. Vous avez introduit, vous, un nouvel élément, une nouvelle personne dans cette chaîne de lutte qui est le juge. Vous êtes le premier à prononcer ce nom. Il faut aussi sensibiliser tout le monde de la justice de manière générale. Alors c'est clair, c'est mon directeur qui va être content parce que c'est un ancien juge qui a travaillé à l'UNIDC. Voilà, donc c'est pas de moi, ça vient de lui. Non, il faut sensibiliser tout le monde. Donc ça va du pharmacien, en passant par le patient, en passant par le médecin, en passant par les autorités répressives et le juge. Parce que dans beaucoup de cas, le juge, il voit ça sur le côté plus propriété intellectuelle, donc plus le côté marque. Il n'y a pas le côté santé derrière. Nous, ce qui nous intéresse, bon, déjà, c'est que la personne, le contracteur, est en prison, ça c'est une certitude, mais qu'il soit bien pénalisé, que la sanction soit vraiment adaptée, qu'elle soit vraiment adaptée au risque. Si c'est pour genre, le mettre avec une amende simplement pour infraction à une marque, on s'en moque. Ce qu'il y a derrière, s'il n'y a pas de principe actif, c'est quelqu'un qui peut mourir. Quand on parle d'antipaludéen avec de l'acide borique, de la morora, on a trouvé de l'uranium également. Enfin, voilà, c'est de ça dont on parle, le faux médicament. Ou alors pas de principe actif du tout. Si vous attendez votre traitement pour le sida et vous n'avez pas de principe actif, enfin, je veux dire, je suis désolé, mais c'est mortel également. Donc, il faut former les juges pour qu'ils puissent être à même de voir les cas de manière appropriée. Alors, évidemment, ce n'est pas facile, mais il faut vraiment s'adapter à chaque segment. Alors, la population, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous importe au niveau africain. Et on en parlait avec la Fondation Chirac, donc Gentilini et avec Quentin Dutheil, peut-être former également dans les écoles, dans les lycées, parce que souvent, ce sont les jeunes qui vont acheter dans les marchés pour les parents qui ne savent pas lire et écrire. Donc, ça peut être intéressant également de leur montrer que l'achat sur un marché, c'est pas anodin. Je ne sais pas si vous êtes allé plusieurs fois en Afrique, le marché, c'est une institution, mais il n'est pas normal de vendre du médicament dans un marché. Du pagne, je veux bien, des baskets, je veux bien, mais pas du médicament. Pas de médicaments sur les marchés. Merci Wilfried Roger de cette intervention.